Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va attendre tranquillement que tout le monde se connecte et on va pouvoir bientôt commencer cette session. En attendant, vous avez pu voir, vous avez les dates et les différents webinaires sur ces 3 journées, sachant que le campus de l'innovation, pour des raisons sanitaires, a été reporté à 2021, en l'occurrence entre le 17 et le 19 mai. Donc notez bien ces dates. Mais on a quand même sur ces 3 jours gardé quelques webinaires pour continuer à avancer, à travailler, à garder la motivation. Donc, je vais demander à mes co-animateurs de venir me rejoindre pour venir parler aujourd'hui de RSE. Ah, voilà, super, Magali nous rejoint. Donc, je vais faire le tour de tout le monde quand tout le monde sera là. Donc, Magali nous rejoint, Sandro et Christophe, je vous attends pour nous rejoindre pour commencer notre session. Alors, vous avez pu voir aussi sur les slides qu'on vous a présentés. Voilà, Sandro arrive, super. Qu'on vous a présenté, voilà, vous avez micro, caméra, Christophe est là, micro, caméra qui sont coupés. C'est normal, puisque vous êtes quelque chose comme 200 inscrits, donc il n'est malheureusement pas possible d'ouvrir micro et caméra à tout le monde, mais vous avez un point d'interrogation rouge que certains ont déjà trouvé, puisqu'il y a plein de gens qui nous disent bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Nathalie qui vient d'arriver. Voilà, sur lequel vous pouvez partager, sur lequel vous pouvez poser des questions. Je me ferai fort de me prêter à l'exercice de poser vos questions à nos intervenants ou tout simplement peut-être de partager quelque chose que vous avez envie de partager avec nous. Donc, on va commencer notre webinaire. On va essayer d'être à l'heure, parce qu'on aime bien être à l'heure. On va commencer notre webinaire. Aujourd'hui, nous parlons responsabilité sociétale des entreprises et j'accueille pour ça 3 intervenants. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis votre animatrice pour ce webinaire. Je suis Véronique Vidal. Je suis du cabinet 4V et membre d'ID Réseau. Donc, voilà, nous travaillons dans le tourisme. Et pour cet exercice aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Magali Marais, vice-présidente du LAB, voilà, laboratoire de l'engagement. Ça tombe bien parce que l'engagement, c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Magali est enseignante-chercheur à Montpellier Business School avec une compétence toute particulière justement sur la RSE, d'où la présence de Magali parmi nous aujourd'hui. Nous avons pour nous accompagner nos 2 témoins. Alors, nous avons Sandro Casagrande de la Grotte de Clamouze. Donc, Grotte de Clamouze qui est dans l'Hérault, un très joli site sur lequel vous pouvez évidemment aller faire une belle visite. Et voilà, voilà, une équipe et des collaborateurs qui se sont lancés dans une démarche que Sandro va partager avec nous lors de ce webinaire. Et puis, on a le Lot qui est avec nous, puisque Christophe Charbonne est avec nous. Christophe, l'hôtel La Pérade, qui lui aussi va venir pouvoir partager eh bien, son expérience sur l'exercice de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, merci beaucoup à tous les 3 d'être là, c'est super. Voilà, on a échangé ensemble plein de fois pour pouvoir préparer le webinaire et du coup, eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, première chose que l'on va vous demander de faire, en fait, c'est qu'on va vous… le sujet, c'est la responsabilité sociétale des entreprises au cœur de la reprise. Donc, on est bien évidemment dans des contextes bien particuliers dans lequel on vit aujourd'hui. Et avant de commencer le webinaire, on va vous demander de remplir un petit questionnaire. Alors, c'est vraiment un petit sondage très rapide, mais l'idée est la suivante. C'est pour que nous, on puisse bien comprendre dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes. Ou dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez, eh bien, cochez la réponse qui est la plus proche de votre état d'esprit. Vous ne savez pas ce que c'est la RSE, mais du coup, vous venez découvrir. Si c'est le cas, bienvenue. J'en ai entendu parler, mais il est temps de s'y pencher. Alors là, c'est parfait. Je suis convaincue, je veux me lancer, il faut y aller. Magali a plein de choses à vous partager là-dessus. Et j'ai vraiment les mains dedans, mais on apprend toujours. Donc ça, c'est super. Vous pourrez même peut-être partager des bonnes pratiques avec nous. Donc, bien sûr, nous, on ne sait pas qui dit quoi, ne vous inquiétez pas, allez-y, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc,
pendant que vous remplissez ce questionnaire, je vais faire un petit peu l'introduction au sujet. On avait déjà parlé de la RSE lors du campus 2019. En 2019, on ne savait pas à ce moment-là à quelle sauce nous allions être mangés en 2020, cette année pour le moins complètement étrange. On pourrait se poser la question finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cette crise qui change le paysage fondamentalement, est-ce qu'elle ne nous amènerait pas à nous dire peut-être que ce n'est pas une priorité de se préoccuper de problématiques de développement durable, puisque finalement j'ai d'autres problèmes, notamment des problèmes économiques. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire peut-être qu'il n'a jamais été aussi urgent de se lancer dans cette démarche-là, parce que justement, ce que nous vivons, est peut-être le symptôme de l'urgence de se rendre responsable dans son activité et en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise. Alors donc, du coup, on a les résultats du sondage. Je suis convaincue, je vais me lancer, il faut y aller. C'est super. J'en ai entendu parler, mais il est temps de s'y pencher. 30%, 41%. Bon, Magali, tu as une bonne idée de qui est là et du profil des gens qui sont là. Super, merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice. Donc, c'est ce que je vous disais, il est peut-être largement temps de se lancer sur ce sujet-là. Effectivement, voilà, deux façons de voir les choses différentes. On a aujourd'hui, et Magali a des éléments à nous présenter là-dessus, quand même des éléments statistiques qui nous montrent que cet engagement dans ces moments pleins de turbulences, finalement, les entreprises qui se sont lancées dans ces actions-là sont des entreprises qui, globalement, vivent mieux les turbulences, sont en moindre difficulté par rapport à d'autres, par rapport à ces turbulences-là. Donc, on a quand même une analogie de pérennité de l'entreprise, de logique économique, qui est complètement en adéquation avec des problématiques de développement durable et de RSE. Donc, vraiment un point très important, on voulait vraiment vous faire passer un message qui est que, voilà, il ne faut surtout pas opposer les deux idées, au contraire, ce sont même des idées qui sont extrêmement complémentaires. Nous avons deux témoins qui ne sont ni l'un ni l'autre dans des multinationales. Donc, ce sont des petites entreprises. Donc, la RSE, c'est pas un truc de grande entreprise forcément. C'est quelque chose qu'une TPE, une PME peut tout à fait intégrer dans son organisation. Donc, Sandro et Christophe seront nos témoins pour nous parler un petit peu de ça. Magali, elle va travailler en deux grands temps, en fait. Premier temps, nous poser le cadre, bien sûr. On va essayer elle est challengée là-dessus pour le faire rapidement. Et puis après, on ira justement pour répondre à la majorité d'entre vous qui est maintenant, il faut y aller. Comment on fait pour y aller? Par quoi on commence? Et c'est là-dessus où, là encore, Sandro et Christophe seront de bons partages et de bonnes astuces pour pouvoir partager cette expérience-là. Magali, du coup, je te laisse le soin de prendre la parole et de pouvoir nous présenter dans un premier temps un petit peu ce cadrage du sujet. Avec plaisir déjà. Merci beaucoup Véronique, merci à tout le monde. Bonjour à tous et à tous. Je suis vraiment extrêmement ravie d'être avec vous aujourd'hui. La RSE, moi, c'est un sujet qui m'occupe depuis presque 15 ans maintenant. J'ai commencé, et croyez-moi, quand on en parlait de ce sujet il y a 15 ans, il ne recouvrait pas les mêmes implications et les mêmes enjeux que ceux que nous vivons aujourd'hui, et notamment encore plus dans la situation de la crise du Covid qui est la nôtre. Donc, la RSE, il est temps de s'y mettre. Alors, pourquoi on a décidé de vous proposer ce cadre? Eh bien, c'est parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une demande grandissante et presque incontournable aujourd'hui de s'intéresser à la place des sujets environnementaux dans son entreprise. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, ça a toujours été de se dire que finalement, la RSE, d'une certaine manière, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si on travaille sur un territoire, si on a un certain nombre de clients, de salariés, eh bien, on a envie d'en prendre soin, on a envie de prendre soin de son territoire, et on peut assez facilement se rendre compte comment, eh bien, on arrive à réconcilier ça finalement aussi avec sa volonté de créer de la valeur économique et de s'adapter.
C'est une urgence maintenant de plus en plus importante parce que avec la crise du Covid, eh bien, on voit qu'il y a de nouveaux besoins, de nouvelles urgences. Et comme le disait très justement Véronique, on voit qu'aujourd'hui, 60% des entreprises, et même plus, notamment sur les petites, qui avaient adopté des démarches de RSE, se trouvent dans cette crise plus résilientes et plus adaptables. Et en moyenne, de toute façon, il n'y a pas de contradiction finalement avec l'économie dans une démarche de RSE. Et plusieurs études, notamment une étude de France Stratégie, montrent qu'on peut avoir 13% de performance en plus pour certaines entreprises qui ont joué le jeu finalement de l'engagement sociétal et environnemental. Enfin, même si j'ai eu l'occasion de travailler avec des grandes entreprises, je vois que depuis maintenant plusieurs années, c'est une affaire de toutes les entreprises. Et les petites PME, on le verra, ou les plus grandes, font déjà beaucoup de nombreuses actions sans parfois le savoir véritablement. Alors, je vous propose dans un premier temps de revenir sur quelques définitions et enjeux de cadrage, comme vous l'avez indiqué Véronique, avant finalement de revenir sur ce que ça recouvre pour vous, entreprise touristique, et comment la manière dont vous allez pouvoir manipuler finalement ces enjeux de RSE dans le quotidien de vos activités. Alors, d'abord, la RSE, c'est une affaire de développement durable. On l'a vu, le développement durable, ce n'est pas un concept abstrait, c'est véritablement aujourd'hui essayer de contribuer à un certain nombre d'enjeux planétaires auxquels toutes et tous nous sommes confrontés, de nombreux acteurs, et dans lesquels les entreprises ont un rôle à jouer. On peut penser par exemple à des enjeux de consommation responsable, de préservation de la biodiversité ou encore la création d'emplois décents. Et finalement, la RSE, ce n'est ni plus ni moins que la manière dont une entreprise, quelle que soit sa taille, va essayer de contribuer d'une certaine manière à ces enjeux de développement durable. Pour vous en donner une définition un petit peu plus précise, pour une entreprise, faire de la RSE, ça veut dire réconcilier de manière volontaire au sein de son activité une question économique, bien sûr, qui reste une grande partie de la raison d'être d'une entreprise, mais également un certain nombre d'enjeux sociaux et environnementaux. Donc, c'est intégrer, trouver des voies de réconciliation, encore une fois avec beaucoup de bon sens et parfois beaucoup de pragmatisme, entre l'aspect économique de ce que l'on fait, mais aussi des questions sociales et des questions environnementales pour l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de l'activité de l'entreprise. Alors peut-être plus que jamais, on voit aujourd'hui que la RSE est soutenue par beaucoup de démarches qui la rendent certainement plus facile qu'il y a une dizaine d'années. Alors, elle est plus facile, elle est aussi plus contrainte, puisqu'on voit que la loi Pacte, finalement, a incité et incite de plus en plus les entreprises à intégrer dans leur stratégie ou dans leur fonctionnement des questions sociales et environnementales. Mais au-delà de la loi, on voit aujourd'hui aussi que les fédérations professionnelles s'emparent de cette question pour accompagner et aider les entreprises dans ce champ. Et on voit aussi que finalement, des contraintes légales peuvent devenir de formidables outils ou soutiens à la valorisation et à l'aide pour porter finalement des démarches de RSE convaincues et engagées. Donc, on a des labels pour valoriser tout ça, on a des normes, et puis on est aussi incité par les entreprises qui sont comme les nôtres, puisque si on se compare aujourd'hui entre concurrents, eh bien, on voit que de plus en plus de choses sont faites. Un élément très important aussi, la RSE est un critère de plus en plus fréquent dans les appels d'offres publics. Et pour travailler aujourd'hui avec une entreprise du secteur des déchets, on voit que c'est un critère qui se renforce et qui devient donc un incontournable, par exemple pour les entreprises qui travailleraient avec les acteurs du secteur public. Enfin, le contexte institutionnel est aussi tout à fait favorable, notamment par la loi Pacte, qu'on vous évoquait, puisque cette loi a reconnu la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux comme une composante essentielle finalement de la mission, mais aussi de la responsabilité des entreprises, ce qui est important. Et celles qui sont les plus avancées, eh bien, peuvent encore aller un peu plus loin en se définissant une raison d'être, voire même en devenant une entreprise à mission, c'est-à-dire en prenant officiellement et devant la loi un certain nombre d'engagements envers leurs parties prenantes de respecter certaines normes et certaines règles sociales et environnementales que les entreprises se seraient elles-mêmes fixées.
Alors voilà, ça c'était pour le petit cadrage rapide hein, et qui finalement pose les bases de cette définition, de ce que c'est et puis certainement rappelle aussi un petit peu l'émergence de ce concept et sa réalité aujourd'hui, surtout pour la vie des entreprises, qui est ce qui nous occupe. La question qui va nous occuper à présent, c'est pour vous, ça veut dire quoi? Pour des entreprises touristiques, quel est aujourd'hui l'enjeu hein, finalement de s'intéresser à ces questions de RSE et finalement de considérer que ça peut avoir une place dans l'activité qui est la vôtre? Alors, bien sûr que ça peut avoir une place et pour une simple raison, c'est que dans un premier temps, le secteur touristique est marqué par de forts enjeux hein, sociaux et environnementaux. Il a des impacts inévitables, comme par exemple l'impact sur les écosystèmes, le développement des communautés locales, des impacts bien sûr sur les collaborateurs, hein, notamment des collaborateurs CDI mais aussi saisonniers, et puis des impacts sur l'engagement des territoires et de la culture. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à se saisir de cela. Du coup, Magali, tu vois, ça me fait penser par rapport à ce que tu viens de dire, quand on parle sur des impacts sur les écosystèmes naturels, je pense que parmi l'audience, s'il y a des entreprises, typiquement dans le tourisme, on a ce qu'on appelle les entreprises des APN, activités de pleine nature. Ce sont des prestataires qui, de fait, vivent justement parce qu'ils s'inscrivent dans un écosystème naturel. Et ce sont des gens qui, naturellement, dans leur mission finalement hyper logique, sont des gens qui sont déjà en général engagés justement sur le maintien des sentiers, la qualité de la rivière, etc. Donc je pense que ça, tu vois, c'est quelque chose qui doit, je pense, parler à cette population-là. Et puis tu parlais des collaborateurs et de l'engagement des collaborateurs et de la fidélisation. Alors là, tu touches du doigt un sujet qui est très très spécifique au tourisme, puisque effectivement dans le tourisme, on a les saisonniers. Et Dieu sait que c'est un sujet qui est complexe, les saisonniers. Donc voilà, si en plus la RSE, elle nous permet d'aller mieux travailler ça, alors là, pour le coup, c'est une opportunité qui nous intéresse beaucoup. Oui. Ben, oui, absolument, parce que de toute façon, le secteur touristique est un acteur majeur de l'aménagement des territoires. Hein. Les entreprises du tourisme en premier lieu, c'est-à-dire qu'indirectement et par leurs activités, elles contribuent à une mission formidable qui est d'aménager bien des sites naturels, de contribuer au développement du territoire. Et puis, sur l'aspect d'engagement des équipes, bien sûr, c'est un secteur tellement intéressant, je pense par exemple à notre région, que bien sûr, on est un secteur de fort développement d'emplois, d'un potentiel extraordinaire. Donc là aussi, bien sûr, la fidélisation et la protection des équipes prend un enjeu essentiel, y compris pour les travailleurs saisonniers qui sont bien évidemment au cœur de la profession touristique. Alors justement, il y a des opportunités extraordinaires hein, qui viennent de tout ça, à la fois parce que les entreprises donc, contribuent à ces territoires, peuvent fidéliser des équipes, mais elles peuvent faire d'autres choses aussi par la RSE. Elles ont aussi la capacité d'innover, de se réinventer, de développer de nouveaux marchés et pourquoi pas même parfois d'améliorer via ce biais leur image et leur réputation sur les territoires. Alors, je voulais aussi lever avec vous quelques idées reçues hein, qu'on a souvent quand on essaye de s'attaquer au sujet de la RSE, notamment dans le secteur touristique. Moi, j'ai souvent entendu de dire, bah oui, mais bon, moi, je propose des prestations, mais je ne suis pas dans l'écotourisme. Bah, oui, parce que la RSE, comme on l'a vu, comme c'est une réconciliation finalement entre le social, l'écologie et l'environnemental, c'est pas que l'écotourisme. On a aussi, bien évidemment, la possibilité de travailler avec ses équipes, d'exploiter un site magnifique, de travailler avec ses parties prenantes. Donc, on dépasse hein, d'une certaine manière très largement cette notion d'écotourisme. On a pu me dire aussi que c'était ennuyeux. Alors moi, de mon expérience, au contraire, j'ai toujours trouvé que l'articulation finalement entre la dimension économique, sociale et environnementale dans une entreprise, c'était une expérience créative, c'était une expérience innovante, engagée et très souvent porteuse de beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, beaucoup de stimulation et d'émulation. Donc, bien au-delà d'être ennuyeux, on a là aussi une magnifique possibilité de se réinventer et aussi d'amener avec soi et avec ses convictions ses équipes. La RSE peut être effectivement chère également, mais ça aussi, c'est une idée reçue en ce sens où nos invités en témoigneront certainement mieux que moi, mais on peut aussi faire plein de petites actions dans le domaine de la RSE qui sont loin d'être symboliques d'ailleurs et qui ne sont pas forcément extrêmement onéreuses. Et enfin, l'idée que la RSE dans le tourisme serait peut-être une question humanitaire ou en tout cas uniquement engagée,
Alors, ça peut l'être, hein, il y a des entreprises touristiques qui se lancent dans un certain nombre de prestations de tourisme humanitaire. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de la RSE. Il n'y a pas de contradiction, comme on l'a dit, avec la recherche de performance économique. Bien au contraire, puisque pour beaucoup d'entre vous, et on le verra par des actions concrètes un peu plus tard, eh bien, les aspects sociaux et environnementaux se nourrissent des actions économiques et bien évidemment inversement. L'une des manières, peut-être de vous l'illustrer et peut-être aussi de vous convaincre que la RSE peut aussi se situer au cœur finalement de ce que vous faites et de ce que vous proposez, c'est de la considérer au cœur de l'expérience client. On sait qu'aujourd'hui, et je sais que pour vous c'est certainement le cas, l'expérience client est une priorité. On a besoin de la solidifier, on a besoin de la réinventer tout au long du parcours client, on a besoin de refaire vibrer ces clients sur un certain nombre de dimensions. Eh bien, je suis persuadée aujourd'hui que la RSE et ses composantes seront demain l'une des clés centrales finalement de la valorisation de l'expérience client. Et on voit bien que c'est déjà le cas en vérité, puisque beaucoup d'entreprises ont déjà développé des aspects de RSE, par exemple, pendant le séjour de leurs clients. Alors, ça peut passer, par exemple, par des éco-balades, par le développement d'éco-gîtes, comme vous voyez sur les labels, ou encore, par exemple, par des expériences proposées avec des producteurs locaux. Alors, ce sont des expériences riches, innovantes et qui séduisent beaucoup, finalement, aujourd'hui, une grande population de clients dans le tourisme, que ce soit des familles ou des clients d'affaires, d'ailleurs. Ça se développe beaucoup aussi au niveau du tourisme d'affaires. Et puis, on peut avoir ça aussi dans d'autres étapes de l'expérience client, avant même finalement le séjour, puisqu'on voit que ces démarches-là permettent aussi de cibler de nouveaux types de clientèle. On parle de tourisme d'affaires, mais pas que, ça peut être aussi des familles, des personnes engagées, et qui peuvent représenter un nouveau vivier de clients qui seraient attirés bien par des expériences un petit peu innovantes, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan environnemental. Donc, on voit qu'ici que la RSE, vas-y Véronique, je t'en prie. Oui, tu touches du doigt un sujet qui est extrêmement prégnant dans le tourisme. Ça fait des années qu'avec les entreprises, on travaille beaucoup ce sujet de l'expérience client, mettre l'expérience client au cœur de la logique et du fonctionnement de l'entreprise. Je pense que là, on fait vraiment écho à des travaux déjà menés et du coup, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut même venir ajouter ce prisme-là de lecture sur la considération que l'on a de ce qu'on exprime par l'expérience client. Parfait, super. Tout à fait. Et moi, je pense même que demain, ça sera, on le voit déjà dans beaucoup d'entreprises, que ça devient un essentiel de l'expérience client. C'est-à-dire que dans beaucoup de secteurs, pendant longtemps, c'était le petit plus. Ça l'est encore peut-être aujourd'hui dans le secteur du tourisme. On voit que dans plus en plus de secteurs d'activité, ça devient un incontournable. Et j'ai bon espoir et bonne envie aussi personnellement que les choses du côté du secteur touristique évoluent aussi dans ce sens. Donc ça, je pense que c'est un élément essentiel. Voilà. Donc, voilà, j'espère qu'on a essayé d'une certaine manière de vous convaincre finalement que cette RSE était aujourd'hui une préoccupation importante. Elle l'est par des raisons contraignantes, on l'a vu, par des exigences réglementaires qui se renforcent, mais elle l'est aussi par une source incroyable de nouvelles opportunités, de gains d'appel d'offres, de valorisation de son image et de sa réputation, de l'amélioration de l'expérience client et pourquoi pas une formidable aussi opportunité de se réinventer et de développer pour ses clients, quels qu'ils soient, de nouveaux produits ou services touristiques. Maintenant, quand on en est là, eh bien, il faut savoir comment on fait. Et finalement, vous allez voir que la RSE, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais on va essayer de vous donner, dans la suite de ce webinaire, quelques clés pour savoir comment commencer et initier d'une certaine manière cette démarche avec vos équipes, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes de vos entreprises, et ce, absolument, quelle que soit leur taille. Alors, ma première recommandation, et ce qu'il faut toujours faire quand on initie finalement une démarche de RSE, c'est de revenir à soi. Voilà. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit questionner son engagement et la mission de son entreprise. En d'autres sortes, on ne fait pas de la RSE pour faire de la RSE. On fait de la RSE avec ce qu'on est, avec ce qu'est notre entreprise. On doit questionner quelle est son identité. C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Sur ce sujet écologique, environnemental, c'est quoi que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me porte? Et puis, au-delà de moi, dirigeant, qu'est-ce qui porte mes équipes? Qu'est-ce qui les touche? Qu'est-ce qu'elles ont envie de créer? Quelles sont les valeurs de mes collaborateurs?
Voilà, donc il faut essayer de définir avec eux cette raison d'être. Et puis, on vous a proposé une petite bonne pratique qui pourrait être, par exemple, de l'organiser et de la créer par un atelier collaboratif avec les collaborateurs qui sont les vôtres. Magali, super. C'est exactement le bon moment pour faire appel à nos témoins. Donc, Christophe et Sandro, merci de nous rejoindre. On va commencer du coup par Christophe. Quand on a échangé justement sur cet aspect de la conviction et de l'engagement, voilà, vous m'aviez partagé ce choix de vie, ce choix de nouvelle vie. Et voilà, j'aurais bien aimé questionner cette conviction de la RSE dans ce nouveau choix de vie que vous avez fait. D'abord, bonjour à tous, et puis merci Magali. C'est un peu compliqué de passer après Magali, parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Tout d'abord, effectivement, c'est déjà le mot de base, c'est déjà le bon sens. Effectivement, ça c'est déjà primordial. La deuxième chose, c'est être complètement décomplexé, parce que il faut vraiment se décomplexer, se dire que voilà, j'y vais. Et troisième chose, c'est se dire, mais ce sont quoi les valeurs? Et ça, c'est le troisième axe que Magali a développé. Et ça, c'est pareil, c'est super important. Moi, c'est simple, expliquer une démarche RSE sur une entreprise où on est 2 hors saison et 5 en saison, c'est démontrer que c'est possible. Moi, j'ai eu donc avec mon épouse Valérie, on est des néo-ruraux et on fait partie des atypiques. Donc, on a quitté la ville pour partir à la campagne, donc le Lot, qu'on connaissait pas d'ailleurs, et on regrette pas. Deuxième chose atypique, parce qu'effectivement, comme beaucoup en reconversion professionnelle, on était l'un et l'autre cadre. Valérie, en 2006, a déjà passé le cap puisqu'elle est repartie en Belgique faire une formation en réflexologie plantaire. Et puis, peu de temps après, moi, j'ai dit, il faut qu'on change. Et on a décidé de changer, de s'installer. J'avais la chance de travailler dans une entreprise qui était empreinte de valeur, qui était une entreprise centenaire, où j'avais un président de directoire qui nous rappelait en permanence les 3 H. Et ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment quelque chose que je veux faire partager parce que c'est ce qui a permis à un moment donné de se dire quand on devient entrepreneur, quel choix je pose. Les 3 valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais avant, c'était humour, humanisme, humilité. C'est très facile à un moment donné de se retrouver décomplexé quand on a comme pilier ces 3 valeurs. On a la chance aussi, quand on a créé notre entreprise et qu'on a repris la Pérade, d'avoir eu du temps. C'est-à-dire qu'on a eu 8 mois entre le moment où on a décidé de partir et le moment où on s'est installé. Et durant ces 8 mois, j'ai eu la chance, au sein de mon entreprise, de pouvoir co-construire le travail et voir ce qu'on allait faire. Et encore une fois, ce que je disais et ce que j'ai dit à Véronique, c'est devenir chef d'entreprise, c'est à un moment donné ne plus pouvoir se cacher parce que c'est soi et soi-même. Après, c'est là où justement on est empreint de valeur ou on ne l'est pas. C'est quels sont les choix qu'on pose. Et le premier choix qu'on a posé au moment de la création d'entreprise, ça a été ça, c'était de dire mais on ne peut pas à un moment donné avoir une entreprise, être sur un axe de développement d'entreprise sans avoir une responsabilité. Et donc, c'est la RSE. Et on s'est dit, il faut qu'on écrive notre démarche RSE. Et on est parti sur donc, les 3 axes, qui étaient le social, l'environnemental et l'économique. Et les plus importantes pour nous, ça avait été effectivement, enfin les 3 sont aussi importants. Et c'est ce pourquoi, à un moment donné, on a fait le choix vraiment d'écrire cette démarche, qui, quoi qu'il en soit, est une trajectoire, mais surtout pas une fin en soi, parce que très régulièrement, quand on se repenche dessus, et là, le gros avantage avec le premier confinement, on a vraiment retravaillé dessus en disant mais comment on passe en étape 2, comment on passe en étape 3, comment on passe en étape 4, et justement à chaque fois de se dire mais qu'est-ce qui va simplifier ma relation à mon territoire, qu'est-ce qui va simplifier la relation à mon entreprise en apportant cette démarche qui est environnementale. Super, merci beaucoup Christophe. Moi, j'avais bien ressenti cet engagement qui était viscéral et qui faisait partie dans toute cette logique d'un changement et d'un choix de vie qui ne pouvait pas être dissocié de cet engagement et de ces valeurs-là. Sandro, alors vous êtes une équipe un petit peu plus importante à la Grotte de Clamouze, puisque vous n'êtes pas comme Christophe avec son épouse plus quelques saisonniers. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre un petit peu comment d'une conviction qui est arrivée finalement de votre gouvernance, comment est-ce que ça, une équipe, elle s'approprie ça, comment elle s'engage elle aussi là-dedans, alors qu'initialement, ce n'est pas forcément une initiative forcément collective.
Alors, notre gouvernance, effectivement, on est des 3 cadres plus 12 salariés à temps plein et 4 étudiants. Et en fait, plusieurs choses au fur et à mesure de nos discussions sur les 3 cadres, les 3 piliers, c'était la première ressource, c'est la ressource humaine. Donc, ça inclut évidemment l'équipe, le visiteur, le client. Et la deuxième chose qui ressortait, on est sur un site naturel, multiclassé, grand site de France, enfin j'en passe. Et c'était comment préserver notre outil de travail, parce qu'un outil de travail, c'est la nature, on l'utilise tous. À l'époque, j'utilisais pour les huiles essentielles quand j'étais sur une filiale de Sanofi. Mais cet outil de travail, finalement, on l'a toujours, on l'a ancré, je dirais, depuis des milliers d'années. Et c'était comment le préserver. Donc, il y a eu plein de méthodologies qui ont été mises en place. Et ça a découlé de source. On vit dans un site naturel, mais peu importe l'entreprise où on est, c'est un hôtel ou une autre entreprise, ça peut être du web marketing, c'est comment faire pour vivre en osmose avec cette biodiversité qui nous entoure. Et cette biodiversité, il faut rappeler que l'humain est au cœur de cette biodiversité. Enfin, au cœur, c'est un peu nombriliste, mais plutôt il interagit avec cette biodiversité. Et on est arrivé à démontrer sur 8 ans, à contrario de toutes les critiques en disant ouais mais c'est compliqué, le RSE c'est un engagement dur, le développement durable c'est un truc bobo écolo. Non, non, c'est un truc fondamental. Et en plus, on arrive à démontrer que avec un peu d'intelligence, avec les nouvelles technologies et techniques, on arrive à faire quelque chose de très humain. Et pour l'équipe, bah, ça s'est fondu naturellement. C'est-à-dire que dès qu'on faisait des recrutements sur différentes équipes, différentes personnes, bah, c'est venu naturellement. C'est, oh, mais vous faites tout ça, mais c'est génial, c'est contraignant. Non, c'est absolument pas contraignant. Tout est en place. Il y a des petites fiches, il y a des carnets. Et c'est comme ça que l'année dernière, on a été labellisé divertissement durable, émotion responsable. C'est pas parce qu'on fait du loisir ou du divertissement qu'on peut pas être éco-responsable. Alors, comment passer de quelque chose de saisonnier, de touristique à quelque chose de permanent? C'est pour ça on est passé de 6 permanents à 12. Bah, c'est qu'on est passé du tourisme à la culture, tout simplement. C'est intrinsèquement lié. Voilà, j'essaie de Ah, pas trop super. parler, faut me dire ça. Ouais, Je suis non, comme la non, question. super. Merci beaucoup, Sandro. Merci beaucoup. Très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est une aparté, mais avec Sandro, on est super fort pour faire des digressions, donc je vais essayer de pas aller dessus. Désolé. C'est la digression du changement de marché pour aller innover. C'est un levier marketing hyper intéressant. On aura l'occasion d'en reparler, Sandro, pour partager là-dessus. Magali, elle nous rejoindra à tous les coups là-dessus. On va vraiment finir par aller manger chez Christophe pour partager encore plus, parce qu'on a trop de choses à se dire, tous les quatre. Magali, du coup, on te laisse continuer après cette première étape, la suite. On t'entend pas, Mag. Tout va bien? Ok, super. Oui, alors moi, je bois les paroles de nos invités. Je trouve ça absolument génial, effectivement. Et je trouve qu'ils ont dit des choses fantastiques. Et moi, je retiens la notion d'humilité, mais aussi la notion de choix. Ça, c'est vraiment une dimension extraordinaire. Quand on fait de la RSE, on fait d'abord un choix. On peut rendre tout rentable, finalement, en entreprise. Mais on peut aussi rendre rentable des convictions qu'on porte et des engagements qu'on porte. Et c'est peut-être la plus belle manière, finalement, de faire les choses. Et puis, j'aime aussi cette notion de faire avec ce qu'on a, avec son site, avec la réalité de ce que l'on vit. Et je crois que c'est pour moi directement lié à la notion d'impact dont j'aimerais vous parler maintenant, puisque finalement, quelle que soit l'entreprise touristique que l'on est et quelle que soit sa taille, eh bien, on va avoir des impacts très importants, divers et variés sur les territoires qui sont les nôtres. Alors, par exemple, une notion d'impact très forte, ça va être l'impact qu'on peut avoir de par son fonctionnement. Eh bien, quel que soit, que vous soyez un hôtel, que vous soyez une chambre d'hôte, que vous soyez une beaucoup plus grande entreprise touristique, de type VVS, etc., vous allez avoir des impacts centraux et très importants de votre fonctionnement. Je vous donne des exemples. Ça peut être l'eau et l'énergie que vous utilisez. Ça peut être l'eau et l'énergie, d'ailleurs, que vos clients utilisent aussi, ce qui fait partie aussi des impacts indirects. Ça peut être l'utilisation des produits. Alors, ça peut être dans des chambres, quand vous faites le ménage, des produits d'entretien, etc. Donc,
Mais ça peut être aussi un certain nombre de déchets ou de consommables que vous produisez, déchets plastiques, déchets carton. On en a tous, hein, notamment dans les hôtels ou dans la restauration. On sait qu'on a une pluralité de déchets et donc avoir un impact, ça fait partie de ça. Mais il n'y a pas que ça, on voit aussi qu'avoir un impact, hein, notamment dans une prestation de restauration, eh bien, ça peut être où est-ce que j'achète mes produits, de quelle qualité quelle qualité de produit j'ai envie de proposer. Hein. Est-ce que je fais du bio, est-ce que je fais du local, est-ce que je fais quelque chose qui soit très exigeant, hein, du point de vue de la traçabilité, par exemple, des produits que je choisis et que je propose à mes clients en restauration. Il y a de très belles initiatives aussi, notamment en économie frugale, hein, sur la question de l'impact qu'on peut avoir quand on est entreprise touristique sur le gaspillage alimentaire. Hein. On voit que ce sont souvent, quand vous avez des buffets libre-service, on voit que beaucoup d'initiatives ont été faites aussi pour rationaliser finalement cela et pour revenir peut-être à des formules uniques qui sont parfois plus respectueuses à la fois des hommes et de l'environnement, là pour le coup en termes de gaspillage alimentaire et de production de déchets. Mais bien sûr, on a d'autres impacts hein, quand on est une entreprise touristique. Sandro parlait de quelque chose, je crois, tout à l'heure d'absolument essentiel. Hein. L'un des impacts premiers qu'on a, c'est un impact humain pour ses équipes. D'abord, hein, on a des gens qui nous rejoignent, on a des gens qui nous font confiance, on a des gens qui croient en nos valeurs. Donc, c'est vraiment essentiel là de proposer des conditions d'emploi qui soient décentes, hein, voire protectrices parfois. Hein, quand on a beaucoup d'emplois saisonniers, on peut accompagner, par exemple, on le verra tout à l'heure dans de la formation, mais c'est quelque chose d'essentiel. Et puis après, on doit aussi respecter des règles plus basiques comme la santé et la sécurité au travail. Mais selon certains sites, c'est vraiment indispensable hein, pour garantir et protéger ses collaborateurs, mais aussi ses clients. Et pourquoi pas après, bien sûr, la démarche de motivation, de création de sens, du faire ensemble, qui est si importante et si au cœur finalement de cette activité touristique le plus souvent. Et puis, on peut aussi vous donner d'autres impacts hein, que votre entreprise peut avoir, des impacts des activités que vous proposez. Ça, ce sont souvent des impacts indirects. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est en lien, en accord avec le patrimoine territorial dans lequel vous évoluez? Est-ce que ça respecte la biodiversité sur les sites que vous habitez? Et enfin, est-ce que ça permet aussi de satisfaire vos clients? Et puis, quand on parle d'impact, eh bien, il y a d'autres choses. Hein. On peut avoir aussi les impacts de sa logistique, c'est-à-dire comment viennent les clients qui viennent dans nos sites, comment ils en partent, par quels moyens de transport. Et puis, si vous proposez des activités ou des excursions, eh bien, là encore, quelles modalités potentielles de mobilité douce? Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des alternatives hein, finalement, je vous donne un exemple à la voiture ou à l'autobus, et comment on s'inscrit là encore dans les paysages et les écosystèmes qui sont les nôtres. Donc, on ne peut pas avoir une pensée dans la RSE sans se questionner soi-même, sa propre entreprise, quelle que soit sa taille, sur ses propres impacts. Voilà, c'est la première chose à faire. Et ce qui est absolument essentiel, c'est de se dire que ces impacts, ils peuvent être négatifs. Là, on a pris des exemples négatifs, mais surtout, et heureusement, les entreprises ont des impacts positifs. Et c'est certainement ça le plus important. Les impacts positifs, elles créent des emplois, elles contribuent à leur territoire d'appartenance. Donc là, on voit vraiment qu'on est aussi au cœur de quelque chose d'extrêmement vertueux, finalement, entre les entreprises touristiques et leur territoire d'appartenance. Donc, la première étape, on questionne ces impacts. Qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on peut impacter parfois un peu plus négativement par son activité. La deuxième chose, et qui est peut-être aussi importante, c'est que ça concerne un tas d'acteurs, finalement. Hein, on parlait tout à l'heure de la RSE comme quelque chose d'assez naturel. Bah oui, parce que quand on est entreprise touristique, on n'est pas seul. Voilà, on est au cœur hein, d'un écosystème finalement d'acteurs, ou on appelle ça les parties prenantes, hein, mais qui vont avoir des impacts sur ce qu'on en fait. Sandro parlait tout à l'heure des clients, des consommateurs, des équipes, d'un certain nombre de collectivités locales, d'un projet culturel sur le territoire. Et bien, quand on fait tout ça, on a forcément des parties prenantes qui sont nombreuses, qui sont multiples. Oui, Véronique. Tu sais, je pense typiquement à un prestataire. C'est un prestataire qui est dans l'Hérault et c'est quelqu'un qui a lui-même un gîte. Il est hébergeur. Et du coup, je pense qu'en fait, il rentre complètement dans la catégorie que tu évoquais. C'est quelqu'un qui, en plus de proposer de l'hébergement, propose de la visite, de la balade, guidée, etc. en mobilité douce. Donc, c'est quelqu'un qui a des vélos à assistance électrique, de la trottinette électrique. Et en fait, c'est quelqu'un qui, dans sa démarche,
ne veut pas faire de la balade pour la balade. Il veut que les gens, en fait, ils découvrent le territoire, ils découvrent ce qu'on appelle, nous, des micro-aventures, les choses dans le tourisme qui se passent juste autour de chez nous. Donc, c'est très engagé sur son site internet, c'est très exprimé, etc. Et en fait, il est même allé jusqu'au bout du process en mettant sur son site web, si vous êtes vigneron ou quelqu'un autour de chez moi et que moi, je vous connais pas, je vous ai raté, dites-le moi parce que moi, j'ai très envie d'amener les gens chez vous et c'est ma conviction fondamentale que de faire cette démarche-là. Donc, finalement, il fait déjà de la RSE, lui, un petit peu. Ah moi j'ai envie de dire que la RSE, souvent pour moi, ça commence par là. Alors après, c'est certainement mon profil, mais je trouve que la RSE, c'est d'abord du lien, de la rencontre, de la co-construction. Ça commence par faire avec les autres. En tout cas, ça, c'est une conviction que je partage avec vous, mais c'est la mienne. C'est de se dire, on ne fait pas de la RSE tout seul. De toute façon, même si on veut traiter aujourd'hui des questions de durabilité, à l'échelle d'une entreprise, une petite entreprise, on ne fait pas tout seul. On le fait avec les autres. Et là, ce qui est vraiment fondamental quand on est acteur du tourisme, c'est de se dire avec quels autres on travaille. Que ce soit nos clients, nos équipes, mais aussi les offices de tourisme, les collectivités locales, les mairies, les communautés de communes, etc. Mais puis aussi les fédérations professionnelles, nos fournisseurs. Enfin, on est vraiment engagé dans une démarche où on est ensemble. Et c'est ça qui crée la richesse de la RSE. Parce que comme on cherchait aussi à trouver, à articuler un peu la question sociale, environnementale, économique, on cherche aussi à articuler, comme tu le disais Véronique très justement, des attentes qui peuvent se combiner. Donc la mienne en tant que site touristique avec celle des vignerons de mon territoire, pourquoi pas avec des producteurs de viande locaux ou de la pêche durable. Voilà, on essaie de trouver des synergies. Et quand on identifie qu'on veut faire de la RSE, moi je recommande toujours dans cette deuxième étape de commencer par ça. C'est-à-dire on se dit qui sont mes parties prenantes, avec qui je peux travailler et sur quels enjeux de développement durable ou de RSE sont-elles sensibles. Est-ce que mes clients recherchent ça? Est-ce que mes partenaires recherchent ça? Etc. Donc je crois là vraiment qu'on est dans quelque chose de très intéressant sur l'identification des parties prenantes et de ce qu'on peut faire avec elles. Et d'ailleurs, on fait souvent beaucoup, parce que ça, c'est un point auquel je suis extrêmement attachée, mais on se rend compte que la plupart, finalement, des entreprises, en tout cas celles avec lesquelles moi je travaille ou que j'ai eu le bonheur de rencontrer, elles font souvent beaucoup de choses. Voilà, elles font beaucoup de choses sans le savoir et les chiffres parlent. Là, on a mis le dernier chiffre, c'était 75% des PME font déjà de la RSE sans le savoir, mais on arrive souvent à des chiffres bien plus importants que ça, puisque parfois c'est même 90% en fonction des dimensions, bien sûr, que l'on retient. Et on voit que la RSE, c'est aussi riche. On a parlé tout à l'heure des 3 piliers. Alors là, on vous propose la marguerite de la RSE. Donc ça, c'est le référentiel officiel, en quelque sorte, de la RSE via la norme ISO 26000 qui la valorise. Et on voit qu'on a beaucoup d'axes, finalement. On a la question des droits de l'homme, par exemple, avec des questions de diversité, d'égalité homme-femme. On a quelque chose qu'évoquait tout à l'heure Christophe, mais aussi Sandro, sur simplement la reconnaissance, la formalisation ou la fidélisation, par exemple, dans les entreprises touristiques de ces saisonniers ou de ces collaborateurs, par exemple. Sur l'environnement, on peut avoir des initiatives qui essayent de privilégier l'éco-balade, la préservation de la biodiversité. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, l'emploi de produits d'entretien un peu nocifs ou encore de tri de déchets. Il y a d'autres choses aussi sur la loyauté des pratiques. On peut travailler, oui, en achat raisonné. Donner la parole à d'autres, moi après, vas-y. Bien sûr. Sur la loyauté des pratiques, on peut travailler en achats locaux et responsables, voire raisonner avec ses collaborateurs. On peut travailler sur la transparence de ses prix. Ça, c'est intéressant aussi, surtout dans certains secteurs du tourisme. On a besoin de lisibilité dans ce domaine. Et enfin, bien sûr, on peut fidéliser et innover pour ses clients dans ce domaine-là, avec de nouvelles activités, nouveaux produits, nouveaux services, comme on peut aussi, de manière très large, contribuer à des projets de communauté de développement local sur son territoire, projets solidaires, projets sociaux, etc. Donc, vous voyez, le panorama est très, très large et je suis certaine que nos invités ont plein de choses et plein d'initiatives à partager avec vous sur l'ensemble de ces piliers. Exactement. Donc, du coup, c'est le moment d'aller retrouver Sandro et Christophe pour nous partager bien justement sur cette marguerite des choses que vous avez mis en œuvre dans vos entreprises. Alors, Christophe, il y avait 2 sujets qu'on avait identifiés pour partager avec notre audience. On vous écoute sur une histoire très humaine et une plus environnementale.
Alors, ça bug un petit peu, je suis en réseau faible, mais je vais essayer je vais voir si ça passe. On m'entend, c'est bon? Ah oui. Le premier sujet, en fait, c'est quand on est arrivé à la Pérade, une chose qu'on a constatée, c'est qu'il n'y avait même pas de container poubelle. Il n'y avait rien. On est parti de zéro. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment, à un moment donné, sur cette partie déchets, il y avait absolument rien qui était généré sur la partie déchets. Et parallèlement à ça, on a eu la chance de se mettre en relation avec le CIDED, donc du Lot, qui est le syndicat de traitement des ordures ménagères, enfin des ordures du Lot, et avec lequel on a bénéficié d'un accompagnement de 3 ans pour travailler justement sur la partie gestion complète de nos déchets. Parce que là encore, je ne savais même pas comment le syndicat était organisé, puisque moi, on changeait de région. Je ne savais pas comment le tri se faisait ici. Et comment ça allait fonctionner et comment on pouvait le mettre en place. Et donc là, on a tout mis à plat en se disant, mais le traitement de déchets, c'est quoi? Mais quand on parle de traitement de déchets, c'est pas uniquement les déchets, c'est aussi les déchets alimentaires. C'est comment on va. Je vais essayer d'aller par étapes déjà. On va commencer par la première étape qui était le traitement des propres déchets. Comment on met en place parce que les déchets, l'objectif était de réduire la totalité des déchets. Et donc, comment on met en place un circuit permettant de minimiser l'impact. On est arrivé aujourd'hui à un stade où chaque poubelle, chaque chambre contient 4 poubelles de tri. Donc, on a du tri sélectif, on a du tri ultime, on a du verre, on a du compost. Ce qui veut dire que le client, quand il rentre dans sa chambre, il a l'explication aujourd'hui des cycles de vie, de ce qu'il a à faire, de ce qu'il peut produire et où ça va. Il y a une dimension pédagogique un petit peu aussi, du coup. Alors, l'un va pas sans l'autre, parce que de toute façon, l'objectif était encore une fois de donner du sens. Il ne s'agit pas à un moment donné de mettre en place et d'élaborer des circuits de tri si on ne donne pas du sens en disant mais comment on doit procéder pour arriver à limiter l'impact. J'ai certains confrères qui m'ont dit mais tu te rends compte, avec 4 poubelles, tu as 4 sacs, tu génères plus de plastique. J'ai dit erreur, parce que aujourd'hui, avec un tri qui est sélectif, je mélange plus ce qui est sec de ce qui est mouillé, ce qui veut dire que mon sac plastique sec, il est réutilisable. Donc, je génère aujourd'hui moins de sacs plastiques, moins de déchets plastiques que précédemment. Le deuxième axe, ça a été aussi de travailler sur les déchets alimentaires. Parce que sur la partie restauration, moi, on parle bien de développement d'entreprise sur une démarche durable. Donc, c'est comment moi je produis pour vendre et derrière avoir le moins d'impact possible en réussissant à satisfaire un client et avoir une marge qui soit la plus équitable possible. Donc, c'est-à-dire comment sur mes cycles de traitement d'assiettes, j'ai des portions qui sont les bonnes pour ne pas avoir de retour d'assiette et surtout si j'ai une portion qui est trop importante, comment elle ne passe pas au compost, mais comment elle repart chez le client avec l'usage des gourmet bags qu'on a mis en place avec le CIDED. Ça veut dire qu'un client pour lequel il y a une ration qui est trop importante, sa ration, il repart avec, on la met en frigo, on la date, on a une traçabilité, il repart avec, il peut la manger le lendemain s'il le souhaite. Ce traitement, ça allait plus loin aussi, ça a été sur les approvisionnements, parce que c'est-à-dire comment on génère le moins de déchets possible, c'était sur la cycle d'approvisionnement, comment on fait pour travailler sur des produits qui sont frais, parce que paradoxalement, c'est quand j'ai du frais, j'ai moins de pertes. Donc, je peux proposer un produit frais qui a une valeur ajoutée qui est plus importante, qui en plus est durable parce qu'il a fait moins de circuits, parce qu'en général, il est issu du local, avec une satisfaction cliente qui est plus importante, donc avec une expérience client qui va être meilleure, en générant moins de déchets et en plus, en me permettant à moi d'avoir un impact qui est plus faible. Démonstration parfaite. Et le dernier élément, je vais mettre ça sur un contexte Covid, c'est que si, sincèrement, on n'avait pas eu cette démarche, on n'aurait pas pu être autant novateur dans la démarche d'environnement Covid. Pourquoi? Parce que très sincèrement, à un moment donné, quand on était à zéro, avec zéro, enfin bref, on n'avait plus de réserve, on n'avait plus rien, on ne sait pas où on allait, ça a été de se dire, mais comment je fais et qu'est-ce que je mets en place pour, à un moment donné, assurer mon accroissement de marge sans éroder ce que je sors au niveau qualité pour mes clients. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on a revu certains circuits, on a revu certains fournisseurs, et on a revu la totalité de nos cartes permettant de revoir nos plats qui, du coup, avaient le moins d'impact, avaient un traitement de service. Parce
Quand je parle de service, c'est pragmatique, c'est-à-dire que comment je produis un plat et qu'au niveau du service, quand Valérie allait au service ou avec Juana, elles allaient en service, on prenait le moins de temps possible. Donc avec une mise en place et une mise en assiette qui soit la plus faible possible. Avec des produits qui, quand ils sortaient, avaient une mise en place assiette qui soit la plus courte possible. Et tout ça, on l'a travaillé. Et donc, du coup, on a réduit au niveau de la restauration la carte, on a réduit l'impact sans pour autant réduire la qualité. Et on a accru, paradoxalement, sur un contexte Covid, nos marges au niveau de la restauration. Avec des produits qui étaient de meilleure qualité, avec l'introduction de produits bio et de produits durables. Super, la démonstration est sans appel. Merci beaucoup, Christophe. Moi, j'aurais bien aimé que vous nous parliez aussi de votre engagement et du coup de votre démarche sur notamment le traitement du linge, la blanchisserie, me semble, c'est sur ce poste-là. Oui, alors sur le poste social, on a avec Valérie, mon épouse, on a vraiment favorisé un emploi qui était le plus local possible et si possible le plus durable possible. Il y a des choses qu'on pouvait faire nous, et il y a des choses qu'on pouvait à un moment donné plus faire nous. Et en particulier, le traitement du linge, c'est de se dire, mais on est propriétaire de notre linge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre linge, il est à nous. Et ce qui veut dire que chaque sortie, chaque mise à blanc, ça veut dire qu'à un moment donné, le linge doit être lavé, repassé, pour après rééquiper une chambre, enfin classique sur un hôtel et classique sur un restaurant. Et par rapport à ce choix, c'était de se dire, mais quel est l'opérateur que l'on peut prendre pour à un moment donné traiter notre linge? Alors on va les citer, il y a des gros opérateurs comme Elis, où à un moment donné, vous n'êtes pas propriétaire de votre linge, on vous le nettoie. Par contre, vous n'avez rien à faire, vous avez un service qui est assuré, qui est structuré, etc. Sauf que nous, on voulait impérativement conserver notre linge et de se dire dans la démarche à qui on pouvait confier pour que, en plus, ça ait un enjeu à la fois territorial et à la fois économique et à la fois écologique. Et sur cette partie écologique, c'est la partie sociale et aussi un environnement social, puisque sur FIJAC, on a un ESAT. Donc, pour certains qui savent pas ce que c'est les nouveaux CAT, Centre d'apprentissage pour le travail, enfin travail adapté. Donc, on a une équipe de travailleurs handicapés sur les ESAT avec une blanchisserie qui traite notre linge. On passe à peu près 200 kilos par semaine de linge en saison. On leur dépose sale, on le reprend propre, et ça permet de faire travailler une équipe de 4 salariés équivalents temps plein grâce aux 200 kilos qu'on fait traiter sur 3 cycles dans la semaine. Du coup, comme ça a bien marché avec les ZAT au niveau du traitement du linge, on a aussi travaillé avec les sources de NERAC sur FIJAC aussi avec le traitement des espaces verts. Donc, ce sont des équipes de travailleurs handicapés qui viennent faire nos espaces verts. Et là, ça donne tout son sens parce que l'anecdote que je racontais à Véronique, c'est que chaque fois que je vais à FIJAC déposer le linge, chaque fois qu'on pousse la porte, on a bien sûr cette banane, le sourire, je leur apporte des bonbons. Enfin, c'est un moment de relation que je n'aurais absolument pas avec un autre fournisseur parce que c'est ces petits moments, voilà, on a une relation privilégiée qui est assez exceptionnelle parce que on travaille avec eux, quoi. Et c'est nos petits bonheurs, nos petits bonheurs, quoi. C'est ça, c'est les bonheurs d'Amélie Poulain version La Pérade. C'était très chouette. Moi, j'avais été très touchée par cet échange qu'on avait eu avec Christophe justement sur cette dimension sociale. Super, merci beaucoup Christophe pour votre partage. Sandro, on vient vous solliciter aussi, donc du coup, Grotte de Clamouze, des exemples de choses que vous avez pu travailler, mettre en place concrètement pour qu'on puisse partager avec tout le monde. Alors, il y a une transversalité sur tous les sujets, mais le premier sujet qui nous interpellait, c'était la formation de notre équipe. On fonctionne sur un mode tribal, donc comment fonctionnent les tribus? Sous forme de jeux. Donc, on a créé des jeux pour sensibiliser à la fois les permanents, pour aussi créer des idées, des nouveaux process de fonctionnement. Et puis, avec les saisonniers, on fait différents jeux. Alors, ça va du jeu tout simple, juste sur le traitement des déchets, sur l'utilisation des eaux grises. C'est comme ça qu'on a eu l'idée, par exemple, de recycler l'eau du sèche-linge et l'eau du climatiseur qui condense pour l'été, pour arroser les plantes. Donc ça, c'est des petites anecdotes, mais qui sont venues par des saisonniers. Tout ça grâce au jeu. Ça va jusqu'à la gestion de crise, évidemment, mais ça, c'était primordial parce qu'on parlait de ressources humaines. Le premier vecteur, c'est la médiation, et c'est par cette médiation qu'on arrive à transmettre une passion à notre équipe et après à nos visiteurs et clients pour les activités.
Donc ça, c'est ça va je dirais que ça coulait de source de former notre tribu comme ça, et y compris notre tribu saisonnière. Et après, on a une redondance, hein. Les saisonniers reviennent d'une année sur l'autre pour à peu près 80% de l'effectif, à part cette année où c'était un petit peu compliqué. Et on les forme au fur et à mesure sur notre activité d'acrobranche souterrain. Donc, ils ont passé des formations là-dessus. On les forme sur les serious games, qui sont un genre d'escape game. Donc, ils cumulent en fait un background. C'est vrai que c'est propre à Clamouze, mais qui leur permet d'être créatifs après créatif. Je fais une digression, comme vous le savez, Véronique, mais juste, j'ai toujours souvenir de mes parents qui me disaient imaginaire et créatif. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de transmettre à notre équipe, imaginaire et créatif. Pour la Ah, partie, super. pour l'autre, merci, pardon. Pour l'autre partie qui nous touche aussi, c'est travailler avec les collectivités, mais tout ce qui est organismes territoriaux, donc ça va des offices de tourisme évidemment, de continuer dans cette démarche, mais aussi les associations. On a une association avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle Demain la Terre, qui nous a permis de passer à quelques centaines d'élèves par an. Aujourd'hui, enfin hors Covid évidemment, on est à 7700 élèves par an à peu près, grâce à ce partenariat qu'on a fait avec cette association locale qui a pu s'épanouir. Donc c'est une association locale basée sur tout ce qui est sensibilisation, donc environnementale, ça va du sentier botanique, énergie renouvelable, tout ce qui touche. Et c'est comme ça qu'on a co-créé et mis en place des produits. On a une autre association qui parle d'autonomie en nature. Dans le milieu souterrain, c'était aussi primordial. Et puis après, on a découlé d'autres actions un peu plus larges et qui s'adressaient vraiment aux professionnels, mais dans le gage où on a quelque chose. Clamouze, c'est une société qui a été fondée par des explorateurs, et l'idée, c'était de continuer à immerger les gens dans cette exploration, donc que ce soit le personnel ou nos visiteurs. Et comment continuer cette exploration? Il faut financer les projets. Donc il y a une part du chiffre d'affaires qui est alloué, par exemple, au CNRS ou à d'autres instituts comme ça pour pouvoir continuer d'effectuer des recherches. Effectuer des recherches, ça nous permet de mieux comprendre notre environnement, et par notre directeur de médiation, ça nous permet aussi de mieux partager et de sensibiliser nos clients. Super, merci J'essaye beaucoup pour d'être ce parcours. concis, hein. Ben non, super, super. Moi, j'ai vu sur votre site web quelqu'un que vous mettiez en avant qui propose de l'immersion dans la nature et de retrouver les mouvements de son corps et de la proprioception, etc. Le Wolf Movement. Voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa parce que je ne connaissais pas et je me suis dit, j'ai appris un truc. Et voilà, et on est sur un retour à cette exploration même de son propre corps et j'avais trouvé ça très sympa. Alors, Merci pour beaucoup pour… l'anecdote, Vas-y, Sandro. juste pour l'anecdote, en fait, le Wolf Movement, bon, c'est de sport que je fais régulièrement, mais c'est surtout qu'en programme pédagogique, il y avait une grosse frustration des professeurs de sport qui n'avaient pas d'activité pour sortir avec leur classe. Et là, on a pu trouver un terrain d'entente pour les professeurs de sport qui puissent aussi aller sortir pour faire une activité qui les concerne. Super, merci beaucoup. Alors du coup, on va en profiter pour faire un petit sondage parce que maintenant, vous avez une meilleure idée de ce qui se cache derrière ces grands piliers de la RSE. Donc du coup, question pour voir un petit peu par rapport à ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. Pour quel pilier de la RSE est-ce que vous vous sentez le plus près ou pour lequel peut-être vous avez déjà mis des choses en place? Alors, est-ce que c'est plutôt du registre de l'environnement, du social, de l'économie, de la communauté et du développement local ou du dialogue avec les parties prenantes? Donc, vous avez eu des exemples de la part de Sandro et Christophe pour illustrer un petit peu ce propos. Et donc, voilà, c'est juste pour voir un petit peu, finalement, on commence à vous mettre le pied à l'étrier sur les choses que vous faites déjà, puisque Magali nous disait tout à l'heure que finalement, vous étiez pour la plupart, très souvent, déjà à mettre en place des choses, formaliser des choses qui étaient déjà là. Donc, du coup, le sondage avance tranquillement. Donc, choisissez environnement, social, économie, communauté et développement, dialogue avec les parties prenantes. Alors, je rejoins ce que disait Sandro, évidemment, c'est que quand vous avez des choses qui se mettent en place, c'est rarement mono-pilier, hein, on est sur des choses qui sont souvent effectivement très transversales, mais il y a souvent une porte d'entrée dans laquelle vous avez peut-être une sensibilité plus forte de par votre histoire, de par votre famille, de par votre métier, que sais-je.
qui vous touche plus sur une démarche voilà, écologique ou etc. Donc, du coup, on a un résultat 72% environnement. Magali, on aurait dû lancer les paris toutes les deux. Environnement 72%, social 28%, super, économie 9%, communauté et développement local 45%, dialogue avec les parties prenantes 30%. Ça y est, vous êtes déjà du coup tous avec un doigt dans les rouages. Il ne reste plus qu'à faire tout le reste. Magali, du coup, on continue. Et maintenant, on va essayer de nous donner un petit peu des astuces. Alors, on va essayer de passer voilà, tranquillement, efficacement sur un petit peu les astuces, Magali. Et puis après, on ira voir comment on peut aller un petit peu plus loin encore. Voilà, ça devrait être bon. Ok, impeccable. Excusez-moi, le son avait été coupé, tout va bien. Oui, alors, je ne suis pas surprise. On avait fait les paris effectivement avec Véronique sur cette dimension du pilier environnement. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu le secteur d'activité, les caractéristiques du secteur touristique, on voit que dans ce qu'on fait déjà, oui, souvent, il y a la dimension environnementale. Et pour une chose toute simple, hein, c'est ce qu'on en revient tout à l'heure, on fait de la RSE avec ce qu'on est. Et donc, du coup, quand on œuvre sur des territoires ou dans des sites touristiques ou dans des lieux naturels, d'une certaine manière, on a la facilité et presque l'intuition de commencer par là. Et c'est une excellente intuition. Donc, effectivement, une fois qu'on a listé finalement, comme on avait dit, hein, les impacts qu'on a, les parties prenantes avec lesquelles on a envie de travailler, qui ont des attentes, elles aussi, qui évoluent et qu'on a fait un peu le bilan de ce que l'on fait déjà, puisqu'on fait souvent beaucoup de choses, eh bien, la dernière étape sur laquelle on peut vous inviter à aller et à être engagé, ambitieux, c'est de déterminer son plan d'action. Et pour ça, on part toujours exactement comme l'ont fait nos invités, de ses envies, de ses actions, de ses impacts, et on regarde ce qu'on peut faire mieux. Ce que j'ai adoré dans le témoignage de nos invités, c'est que vous voyez à quel point ils témoignent de cela avec beaucoup d'humanité, d'intelligence, et puis à quel point aussi faire cette RSE, ça peut rendre heureux, mais ça peut aussi rendre extraordinairement efficace quand on sait valoriser ce que l'on a de mieux à notre disposition, c'est-à-dire un site exceptionnel, des compétences dans notre territoire, des produits et des services innovants. Donc, c'est vraiment la clé d'entrée, hein, commencer par ce qu'on a de mieux à notre disposition pour essayer de le valoriser. Quelques astuces aussi quand on commence dans la RSE, exactement dans la logique de la démarche qu'on vous propose aujourd'hui, on peut regarder ce que font des entreprises qui sont comparables à la sienne. Alors, vous pouvez vous inspirer bien sûr de ce que font Christophe et Sandro, mais il y a peut-être d'autres acteurs qui font près ou prou la même activité que vous et sur lesquels vous pouvez regarder ce qu'ils font. Et là, je vous encourage beaucoup aussi sur ces démarches à vous faire aider ou accompagner aussi, hein, parfois par des organismes locaux. Par exemple, ça peut être la CCI, ça peut être des offices du tourisme, ça peut être des institutionnels du tourisme qui pourront aussi vous aider et vous guider sur ce qui se fait de mieux dans votre activité. Donc là aussi, ne pas rester seul quand on initie ce type de démarche. Magali ? Et enfin, oui, Véronique ? Du coup, alors tu es exactement sur une question que nous pose Sylvain sur le forum, qui est justement concrètement qui peut m'aider dans cette démarche. Donc visiblement, il est prêt. Faut y aller et faut y aller concrètement. Donc tu as cité des structures institutionnelles. Tout à l'heure, et on avait aussi Christophe qui nous a cité des gens qui sont des organisateurs de la gestion des déchets concrètement. Donc sur le Lot, c'était une structure spécifique. Qui c'est qui peut nous aider concrètement là-dessus? Alors, selon les piliers de la RSE, vous avez plein d'associations, hein, comme on disait, en territoire. Hein, si vous travaillez, je ne sais pas, sur la question du handicap, vous avez sur vos territoires des associations qui travaillent pour le handicap. Si vous parlez des déchets, vous avez des associations qui travaillent sur la gestion des déchets. Et de la même manière, même sur des questions comme de l'approvisionnement, etc., vous avez des acteurs associatifs là aussi qui peuvent vous accompagner, gestion le management de la diversité, vous avez des organismes locaux qui peuvent vous appuyer sur ça. Après, vous avez aussi des acteurs qui peuvent vous aider à structurer votre démarche et là, c'est d'autres acteurs. Hein, donc là, je vous ai dit, il y a par exemple la région qui peut vous accompagner là-dessus, beaucoup de choses qui se développent pour vous aider justement à impulser des stratégies socialement responsables, mais vous avez la chambre d'artisanat et des métiers qui font des choses, vous avez vous avez encore une fois les CCI, vous avez les fédérations professionnelles qui publient souvent un certain nombre de guides
pour vous aider. Et pourquoi pas aussi, si vous êtes un plus ambitieux, on le verra tout à l'heure, des organismes labellisateurs qui peuvent aussi vous aider et vous conduire à comment structurer finalement et organiser cette démarche si transverse, hein, comme on témoigne. Super, c'est exactement, je pense, les questions de Sylvain, puisque l'étape d'après, ce qui le questionne aussi Sylvain, il avait commencé à en parler tout à l'heure un petit peu dans le chat, c'est justement la matérialisation. Mais tu nous le gardes pour dans un petit moment. Donc Sylvain, on va répondre, soyez patient. Oui, la matérialisation, c'est déjà effectivement quand on commence à être bien avancé hein, dans cette démarche et qu'on a envie de lui donner un pragmatique, c'est une visibilité hein, quelque part en extérieur, ou alors de lui donner du sens cohérent hein, dans ce qu'on fait. Mais bon, pour ceux qui seraient au début, hein, qui seraient tentés finalement de démarrer cette démarche, la dernière astuce, hein, au-delà de partir de ce que l'on est, de faire avec ce que l'on a de mieux et de regarder ce qui se fait autour de nous, ça peut être aussi de commencer par des petites actions responsables rentables et qui peuvent être faciles à maximiser. On donnait des exemples un peu précis. Hein, ça peut être la réduction des consommations d'énergie avec un changement de certains matériels, des ampoules, etc. La réduction d'un gaspillage alimentaire. Des petites choses, mais qui sont parfois des petites pierres essentielles, notamment pour impulser la démarche et pour fédérer autour de celle-ci. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, une fois qu'on veut effectivement et qu'on veut se lancer dans la détermination de son plan d'action, on vous propose ici une petite matrice hein, qui est un outil de décision. Alors, c'est une matrice très intuitive, vous le verrez, et que vous pourrez utiliser avec beaucoup de flexibilité. Ici, l'objectif, c'est d'indiquer hein, les piliers de la RSE qu'on vous a présentés et puis de vous poser, de refaire le chemin et de vous poser les questions essentielles. Quel est mon engagement sur ce segment? Est-ce que c'est important pour moi, pour mes valeurs? Est-ce que c'est une activité, un impact important de mon activité et ce sur quelle dimension? Est-ce que c'est important pour mes parties prenantes et pour qui? Est-ce que je peux le valoriser facilement, voire en retirer un bénéfice sur le court terme? Et enfin, sur quelle temporalité, pour quel coût? Et puis, bien sûr, par quelles premières actions ou par quel premier petit pas, eh bien, je m'engage et je démarre. Ça, c'est effectivement quand on commence, mais on venait de le dire suite à la question qui nous a été posée, quand on fait de la RSE, on peut aussi se donner des objectifs beaucoup plus ambitieux et engagés. Et puis, ce qui est essentiel là-dessus, hein, c'est de se dire que cette démarche de RSE, comme le soulignait très justement Christophe tout à l'heure, c'est une dimension qui va vivre. Hein. C'est une dimension qui n'est jamais arrêtée. On peut même arrêter de faire certaines actions si ça n'est pas bon pour nous, si on s'est trompé ou si ce n'est juste plus pertinent à un moment donné, que ce soit pour nos clients, pour nos collaborateurs, qu'ils ont envie de faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Comme le respect du vivant, la démarche de RSE s'adapte finalement à vos écosystèmes, à vos équipes et à ce que vos clients attendent de vous. Et je dirais heureusement, c'est ce qui la rend si belle. Alors, sur des actions un peu plus précises, hein, pour ceux et celles qui souhaiteraient aller un peu plus loin, eh bien, on voit par exemple qu'on peut aller vers la démarche d'une démarche de labellisation, hein, telle qu'on l'évoquait, mais on peut aussi, comme on le disait, hein, faire des partenariats ambitieux, changer de secteur d'activité, contribuer, comme le disait Christophe, à de l'éducation ou à de la sensibilisation. S'organiser de manière communautaire et tribale, donc on modifie son organisation comme le disait Sandro. Donc oui, là je reste intimement convaincue qu'il y a de très belles choses à faire pour aller loin et puis surtout pour continuer à créer et à innover de manière très large dans ce champ. Magali, du coup, on va profiter, alors ça c'est le challenge de Christophe et Sandro, de nous dire c'est quoi le projet là que vous avez dans les tuyaux. Alors, dans les tuyaux pragmatiques ou dans les tuyaux juste en train de réfléchir, c'est quoi votre ambition là dans votre démarche RSE pour la suite qui vous tient à cœur en ce moment? Sandro. Ah, pourquoi moi en premier? Bon. J'ai changé. C'était pour vous perturber. En fait, c'est essayer de… Enfin, c'est pas essayer, c'est qu'on a développé un programme qui devait… On n'attendait pas la seconde vague. C'est basé sur la résilience et l'autonomie en entreprise. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que site enclavé, naturellement enclavé, et puis on est amené, comme on parlait d'exploration, à se dépasser et à toujours rechercher. Et on s'est aperçu que c'était pas assez transmis et que finalement tout le monde connaît ce mot résilience, mais personne ne l'applique. Donc on a élaboré tout un programme avec des spécialistes de l'autonomie pour permettre à des cadres d'entreprise d'amener très simplement
la résilience en entreprise et être en capacité de gérer ces problèmes qui peuvent être des problèmes d'ordre naturel, technique ou humain. Voilà, ça c'est notre gros challenge de remettre ça en avant et de ne pas passer à la trappe à cause du Covid. Ouais, c'est un super projet. Moi, je vous invite à aller voir sur le site web de la Grotte de Clamouze. Il y a un truc intéressant et puis on est dans cette logique d'innovation en changeant un peu de marché, en changeant de satisfaction besoin, très intéressant. Christophe, c'est quoi que vous avez dans les tuyaux du coup à la Pérade? Nous, on labelle clé verte pour être très exhaustif, puisqu'aujourd'hui on a écrit nos démarches RSE. D'ailleurs, je peux me permettre de répondre à Sylvain? Alors, Allez-y. pour faire simple, la matrice de décision, elle est bien, mais je pense que c'est l'étape d'après où à un moment donné, on a commencé à se dire qu'est-ce que je veux faire. La première chose, c'est la marguerite qui est ici, c'est de se dire tout y est. C'est qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fonction de la marguerite. Donc, par exemple, sur l'empreinte, on va commencer par le plus simple, puisque tout le monde commence par l'environnement et c'est très juste, parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Qu'est-ce que je peux mettre en place sur ma partie environnementale? Qu'est-ce que je peux mettre en place sur ma partie déchets? Qu'est-ce que je peux mettre en place sur ma partie gestion de l'eau, gestion de l'énergie, gestion de mes approvisionnements énergétiques, gestion de mes consommations? Et on commence à rentrer dans la démarche comme ça, et après, on fait pétale par pétale. Et après, on peut passer sur la matrice. Et nous, on avait commencé à l'inverse, c'est qu'on avait commencé en 2017, à peine arrivé ici, donc 4 mois après être arrivé ici, j'ai dit, il faut qu'on passe clé verte. J'ai commencé à prendre le label clé verte, et j'ai dit, oh putain, oh là 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 là, j'ai trop compliqué, je sais pas, on verra plus tard, j'ai pas le temps, et voilà. On a pris le problème dans l'autre sens. On s'est dit, mais quels sont les axes par lesquels on peut entrer pour travailler? Quels sont les axes qu'on peut développer le plus simplement? Il faut bien rappeler ce qu'a donné Magali comme terme tout à l'heure, c'est déjà être décomplexé, se dire que de toute façon, c'est pas quelque chose qui est complexe, donc il faut vraiment se décomplexer. La deuxième chose, ce n'est que du bon sens. Donc, c'est quelles actions de bon sens je peux mettre en place et comment je remets mon bon sens en action, sans faire de pub d'ailleurs pour une grosse boîte. Mais c'est vraiment ça. Et une fois que j'ai fait ça, c'est de se dire, mais comment après et c'est très bien parce que si j'étais pas venu ici, je n'aurais pas pris conscience que je devais passer sur une étape de labellisation. Et donc là, ça fait le temps qu'on a travaillé ensemble, là, ça y est, j'ai rempli, tout est rempli. Donc je sais que je vais pouvoir déposer mon label clé verte et c'est l'étape d'après. Ah, génial. Mais c'est pas quelque chose qui est compliqué. Il faut vraiment... C'est très intéressant ce propos, Magali. Je sais pas ce que tu en penses hein, de l'explication de Christophe. Sandro, tu veux dire quelque chose? Je tutoie, je vous vois, je mélange tout. Je vous donne la parole dans une seconde. C'est très intéressant, je trouve, cette idée de se dire finalement, on met plein de choses en place. C'est d'abord sur cette intuition et sur cette volonté de faire bien, de faire propre et d'aller travailler là-dessus. Et puis finalement, ça va me permettre à un moment donné d'aboutir potentiellement à une labellisation, ce qui est vraiment une question que Sylvain posait. Donc merci Christophe pour être intervenu là-dessus et de pas prendre le truc dans l'autre sens, quoi. Et de pas prendre le truc dans l'autre sens. Allez-y Christophe. Juste une chose, parce qu'on a remarqué une chose sur l'enquête, c'est que la partie économique est la partie où on n'a que 9% des personnes qui se sentent capables d'aller sur la partie économique. C'est celle qui est la plus complexe et pourtant, c'est celle qui rapporte le plus. Une fois qu'on arrive sur cette partie-là, c'est pour ça qu'il faut passer par des choses simples. C'est comme quand on monte un escalier, même si quand on est à Rocamadour, quand on est en bas, qu'on a les 300 marches, si on dit d'emblée j'ai 300 marches à monter, on va peut-être prendre l'ascenseur. Si je me dis je les fais une à une, à mon rythme, c'est pas grave, je peux y aller, je les ferai. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'est dans cette déclinaison qu'il faut prendre conscience que la partie économique, je ne vais pas dire que c'est le Graal, mais presque, parce que c'est ce qui à un moment donné permet de donner tout le sens à toutes les actions qu'on met en place. Parce que c'est quand j'ai réussi à travailler avec un opérateur local qui m'apporte mes légumes sans plastique, j'ai 0 déchet, j'ai 0 carbone, j'ai 0 empreinte. Et donc, ma boucle, elle devient complètement virtueuse. Et donc, et c'est là que justement, il ne faut pas l'occulter, cette partie. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est plus compliqué, mais commencer par des choses qui soient les plus simples. Je pense que Sandro était, je l'ai vu réagir à Sandro aux commentaires de Christophe, justement sur cette dimension économique, le pétale économique. Sandro, vous aviez un truc à rajouter là-dessus peut-être?
J'ai fait ma Magali. J'ai des actionnaires et Ah, le son met un peu de temps à s'activer, ceci étant. et il faut justifier le bien fondé de tout. Et effectivement, ce qui est juste, hein, c'est des actionnaires qui ne sont pas gourmands, mais qui ont besoin de comprendre puisque c'est des scientifiques. Et en fait, très vite, le volet économique est venu et on a réussi à démontrer que notamment sur la gestion des produits ménagers, sur le dosage et sur le fait de travailler localement, on devenait très vite rentable et qu'une labellisation peut paraître à un coût parfois élevé, mais qu'elle se rentabilise très très vite, déjà pour le client et ensuite pour l'ensemble de l'équipe. Oui, et je pense que la clé vraiment, c'est, alors là, pour le sondage, on vous le pose de manière séparée, mais justement, je pense que la clé de la RSE, c'est de penser non séparé, justement, c'est de penser ensemble. C'est-à-dire comment je vais pouvoir mettre en place des actions ambitieuses, environnementalement, socialement parlant, pour mon territoire, mais qui pourront aussi être rentables pour mon activité et qui sont aussi des sources incroyables de création de valeur financière. Parce que si on ne fait pas ça, on ne fait pas de RSE au bout d'un moment. Hein, alors, à moins d'avoir des revenus financiers extraordinaires, mais sinon, on a du mal et puis on a du mal à convaincre aussi. Donc ça, c'est vraiment une démarche essentielle. Et oui, je voulais rejoindre aussi Christophe sur le fait que oui, bien évidemment, hein, de toute façon, on commence toujours par ce que l'on fait et la labellisation, c'est toujours le pas d'après. Et on voit pourtant qu'après, une fois qu'on fait des choses, c'est pas si compliqué, cette labellisation. Mais souvent, c'est déjà quand on en est à valoriser tout ce que l'on fait et l'ensemble des initiatives qu'on a menées. Donc finalement, ce qu'on souhaitait vous proposer aussi avec Véronique, c'est une dernière étape. Hein. Une fois qu'on a fait l'inventaire, qu'on a fait des plans d'action, qu'on sait un petit peu ce qu'on avait envie de mettre en place, et une fois qu'on a mis des choses en place surtout, eh bien, il ne faut pas perdre de vue que la clé, c'est aussi de la valoriser après cette démarche de RSE, toutes nos actions. Et on voit ici l'essentiel de ce qu'on appelle le faire savoir, non seulement pour ses clients, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous. Alors, on peut valoriser bien sûr cette démarche de RSE sur son site internet, hein, ce qui est peut-être le plus simple, ou alors animer ou créer une communauté, pourquoi pas, hein, sur des forums et des réseaux sociaux autour de son engagement. On a parlé de la labellisation et de la certification, bien sûr, mais il y a peut-être aussi des choses intéressantes. Hein. La RSE, souvent, on n'en a pas parlé, mais parfois, quand on crée du sens, comme le font Christophe, comme le font Sandro, eh bien, on peut aussi attirer des collaborateurs qui vont venir chez vous pour ces raisons-là et qui vont du coup mettre leurs talents et leurs compétences au service du projet touristique ou culturel qui est le vôtre. Donc, par exemple, parler de son engagement dans des annonces de recrutement, c'est tout aussi pertinent qu'en parler sur son site internet et pour ceux qui ont envie de vous rejoindre. Et puis une autre piste peut-être de valorisation, c'est aussi de se dire que parfois, et selon les marchés avec lesquels on travaille, eh bien, on peut aussi valoriser ça dans des appels d'offres, dans des réponses à un certain nombre de cahiers des charges. Et je connais des gens, beaucoup de plus en plus, et pas que publics, pour lesquels ça fait la différence finalement, dans l'obtention de certains marchés quand on est aussi capable de démontrer son exemplarité dans ce domaine-là. Super, merci Magali. Du coup, j'ai quelques questions des participants. Première question, Charlène qui nous dit, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour un module sur la RSE soit obligatoire au même titre que finalement l'achat CCP ou le permis d'exploitation? Est-ce qu'on peut l'imaginer? La question reste ouverte. Ah ben moi, je ne fais que le souhaiter pour essayer de former des étudiants aux questions sociales et environnementales et des professionnels depuis 15 ans. Oui, bien sûr. Et puis surtout, je pense qu'on a souvent une vision un peu restrictive de ce que c'est cette RSE. Alors, quand on voit après à quel point c'est lié au sens, à quel point c'est lié au business, à quel point c'est une source de créativité et d'innovation, tout de suite, ça décomplexe et ça donne envie de faire des choses. Voilà, donc je crois que oui, je ne peux être que favorable. Ok, une autre question sur les pétales de la marguerite. Un pétale qui, alors j'ai lu la question et j'ai Stéphanie qui nous dit ce modèle, ce pétale économique, est-ce qu'on peut avoir un exemple de concrètement qu'est-ce que ça peut être une action responsable sur la dimension économique? Visiblement, ça lui parlait pas trop. Il n'y a pas de volet économique sur. Je vais la remettre, je vais essayer de la remettre. Voilà. Alors, je ne sais pas ici si c'est à quelle dimension
on faisait effectivement référence. Dans le sondage, c'est vrai qu'on a volontairement séparé la question économique. En revanche, justement, dans la marguerite de la norme ISO ou autre référentiel, peu importe, l'économique est toujours sous-jacent. C'est-à-dire, vous pouvez faire de l'économique en faisant de bonnes conditions de travail, en faisant de l'environnement, en faisant des projets locaux, sociaux et solidaires, etc. Donc, du coup, on est plutôt sur une conséquence positive économique, mais on n'est pas sur un axe de travail pur et dur. Ok, alors il y a beaucoup de questions sur, par exemple, les labels. Alors, attends, je lis au moment. Bonjour, quels sont les… Oui, alors il y a beaucoup de labels. Comment faire le tri? Comment s'organiser tout ça? Alors, on a quand même aujourd'hui une structuration. Je te laisse y aller, Magali, dessus. Oui, je peux essayer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a une initiative au niveau de la plateforme RSE nationale qui essaye de structurer un peu ça, justement parce que vous avez raison, il y a beaucoup de labels. L'important, c'est de savoir, d'être là aussi vraiment de bon sens, c'est-à-dire lequel va être utile pour nous. Je vous donne un exemple. Vous avez des labels régionaux qui sont en train de se développer. Si vraiment votre vocation, c'est la valorisation du territoire, par exemple en Occitanie, c'est intéressant d'aller sur ce type de label parce que si vos consommateurs viennent de là, vous avez une démarche très locale, c'est intéressant. En revanche, si vous avez d'autres types de démarches, vous pouvez aller plutôt vers un label professionnel. Et si vous avez une vocation, je ne sais pas, d'aller répondre à des marchés d'offres publiques, peut-être que là, c'est plus intéressant d'aller sur des labels nationaux parce que ça pourra vous donner aussi la clé d'entrée à certains appels d'offres, etc. Donc, c'est vraiment la question du label, c'est une question complexe, elle va être clarifiée, mais c'est vraiment de voir ce qui est le plus utile pour ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a quand même l'AFNOR qui est en train d'essayer de nous proposer un cahier des charges global ou comment on pourrait dire globalisant de tout ce qui peut centralisateur, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, ils travaillent. Ce qui est rassurant, c'est que il faut pas trop s'inquiéter parce que les cahiers des charges sont souvent les mêmes. Déjà, ça rassure, parce que quel que soit là où on va, on a souvent les mêmes principes, les mêmes idées. Pour les PME, l'AFNOR a développé un label qui s'appelle e-engagé RSE, qui sont en train de retravailler. Mais comme on l'a dit, il y en a d'autres. Si on veut valoriser une expérience client ou la gestion du déchet, ça sera plus d'autres labels comme des Christophe, juste sur un des piliers, par exemple, de la RSE qu'on a envie de valoriser. Si c'est nos hébergements, on peut aller sur Clé Verte. Voilà. C'est vraiment lié à ce que vous avez envie de valoriser. Quel est l'aspect? Toute la démarche, là, c'est les grands labels nationaux ou locaux, ou une partie de votre démarche. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question, et ça, c'est vraiment une question très pratique. Sylvain, il est au taquet parce qu'il veut commencer, c'est clair. Du coup, c'est comment je peux commencer ce travail de diagnostic? Est-ce que, alors tout seul, je pense qu'il est en recherche d'une réponse en termes de qui peut m'aider à poser le diagnostic pour justement identifier là où on peut déjà utiliser des forces que l'on a. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Magali, des interlocuteurs, des offices de tourisme. Alors aujourd'hui, sachez quand même que le tissu institutionnel dans le tourisme, il se préoccupe largement de toutes ces problématiques-là. Mais pour poser le diagnostic, Magali, tu as une idée ou on reste sur cette idée de tissu institutionnel autour de nous? Je pense que c'est le mieux. Je pense c'est aussi vraiment une démarche à faire avec ses clients, avec ses équipes. On peut faire ça collectivement aussi, en se demandant qu'est-ce qu'on fait déjà, etc. Mais je crois que si vraiment on est en attente de structurer, d'aller plus loin dans ce domaine-là, comme ça semble être le cas de Sylvain, il faut aller se faire accompagner. En tout cas, demander de l'aide, au moins sur les prochaines étapes pour lancer le truc. Une fois qu'on en est à la démarche de la valorisation, voilà. Ok. Super, merci beaucoup. Il est 15h25. On a un timing qui est pas mauvais du tout. On s'était challengé au vu de tout ce qu'on avait envie de partager avec vous sur ce webinaire. Je vais prendre 2 minutes pour remercier vraiment immensément Christophe et Sandro, que j'ai embêté, à qui j'ai demandé des photos, à qui j'ai demandé plein de choses pour pouvoir voilà, présenter tout ce travail collectif. Magali, bien entendu, pour ce travail et ton expertise sur le sujet, tu nous as éclairé plein de choses. Voilà, je voulais remercier tout le monde qui est dans l'auditoire. Vous avez posé des questions, partagé des remarques. Je vais garder le module de questions un petit peu ouvert encore pour pouvoir répondre si j'ai pas répondu à tout le monde. Je veux bien vas-y, oui, c'est juste une petite chose plus sympa pour finir que j'avais envie de partager avec vous. On a fait récemment une étude aussi dans le lab de l'engagement qui montrait que
75% des chefs d'entreprise qui portaient leur démarche de RSE avec leurs convictions et leurs engagements étaient plus heureux que la moyenne. Donc, on a parlé effectivement de beaucoup d'enjeux d'affaires, mais il y a aussi des enjeux pour soi. On peut aussi se faire plaisir et être heureux comme le sont nos témoins aujourd'hui. Et je voulais les remercier aussi à titre individuel de leur partage. Ah, c'est une jolie conclusion. Merci Magali, ça nous fait du bien dans ces moments difficiles. Parler d'être heureux et de bonheur, ça va nous nourrir consciencieusement. Donc, je vous rappelle que tous les webinaires sont en replay sur la plateforme. S'ils n'ont pas tout de suite, vous inquiétez pas, ils vont arriver. C'est le temps du téléchargement. Donc, vous avez accès à tout ça. Demain, dernier webinaire de cette première mouture 2020 GSO demain. Et puis, et elle a encore un autre le 16 décembre. Donc voilà, encore 2 dates à intégrer dans vos plannings. Et puis, rappelez-vous, on prend date 17-19 mai, campus 2021, en espérant qu'on puisse du coup se rencontrer en vrai. Ça serait vraiment chouette. D'ici là, merci à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches pendant ces fêtes de fin d'année. Merci à la région de nous permettre d'avoir ces moments d'échange, de pouvoir partager tous ensemble et partager ces richesses, notamment de la part de Christophe et Sandro. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Buvez un peu, pas trop, mangez bien, pas trop, et riez, parce que Magali, elle nous l'a dit, le bonheur, c'est ce qui nous fait du bien en ces moments. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année et au plaisir, et merci encore à Sandro, Christophe et Magali. Bye tout le monde.